On se retrouve aujourd'hui pour explorer un édifice absolument monumental en plein cœur de Dijon, le Palais des Ducs et des États de Bourgogne. En fait, c'est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est une véritable machine à remonter le temps, faite de pierre, où l'architecture elle-même nous raconte l'histoire de l'Europe. Alors la vraie question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'un seul et même lieu arrive à encapsuler 6 siècles entiers de pouvoir absolu, de bouleversements politiques et parfois de conflits sanglants. On va découvrir ensemble comment une forteresse médiévale pure et dure s'est métamorphosée étape par étape pour devenir le centre civique et culturel qu'on connaît aujourd'hui. Au programme de notre exploration, 5 grandes étapes. On va partir des toutes premières origines ducales pour aller jusqu'au palais moderne et on va voir que les murs de ce bâtiment sont le miroir parfait des pouvoirs qui s'y sont succédés. Allez, on attaque tout de suite avec la première époque, les origines ducales, quand le site n'était encore qu'une forteresse. Faut remonter un peu le temps au XIVe et XVe siècle. Au tout début, il n'y avait qu'un simple château collé à un vieux fort gallo-romain. Mais sous l'impulsion de souverains très ambitieux, l'expansion a été fulgurante. Philippe le Hardi lance la construction de la tour de Bar dès 1364. Ensuite, Philippe le Bon prend le relais en 1431 avec des cuisines ducales complètement gigantesques, prévues pour nourrir une cour énorme. Et le tout est couronné en 1455 par la fameuse tour Philippe le Bon. Mais pourquoi construire un monument aussi gigantesque? Eh bien, c'était pas juste une belle résidence, pas du tout. C'était la capitale imposante de l'État bourguignon. C'était une puissance européenne colossale qui a fini par poser les bases de la Belgique et des Pays-Bas actuels. Leurs ambitions étaient démesurées, à tel point qu'ils rivalisaient directement avec le royaume de France. Donc l'architecture devait obligatoirement refléter cette démesure. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le palais comme symbole de puissance absolue. Les choix architecturaux de l'époque ne doivent vraiment rien au hasard. Prenons ce chiffre par exemple, 46. C'est 46 mètres de haut pour la tour Philippe le Bon. Pour arriver tout en haut, il faut grimper un escalier en colimaçon de 316 marches. C'est épuisant, rien que d'y penser. Autant dire que c'était la tour de guette ultime. C'était un œil grand ouvert sur Dijon et surtout l'incarnation physique écrasante de leur domination. Cette petite phrase résume parfaitement l'intention derrière la pierre. L'architecture gothique massive de l'époque, avec ses murs hyper épais et ses défenses, reflétait avec exactitude la force inébranlable de la dynastie des ducs de Bourgogne. Et puis, le vent tourne. On passe à la période sous la couronne française. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le choc visuel. En 1477, Charles le Téméraire meurt et le duché tombe directement sous la coupe de la couronne française. Et là, fini le style gothique défensif. L'architecte du roi, Jules Hardouin de Mansa, débarque et enveloppe tout ça de grandes façades néoclassiques. On remplace le chaos médiéval par une élégance super symétrique en pierre de taille. C'est littéralement l'ordre de Versailles qui vient s'imposer en Bourgogne. Petite anecdote au passage, assez incroyable, concernant la nouvelle place royale devant le palais. On voulait y installer une gigantesque statue équestre de Louis XIV en bronze. Le problème, la bête pesait 26 tonnes. Avec l'état absolument désastreux des routes à l'époque, le convoi est resté embourbé et bloqué dans la ville d'Auxerre pendant 27 ans. Un vrai cauchemar logistique. Et l'ironie de l'histoire, c'est que cette même statue finira fondue pour en faire des canons pendant la Révolution. Et si on entre à l'intérieur, c'est tout aussi spectaculaire. On a ce magnifique grand escalier conçu par Jacques Gabriel, terminé en 1737. C'est sublime, on a de la dorure, des marches amples conçues pour impressionner, mais c'est surtout très malin. Ces énormes voûtes étaient en fait conçues dès le départ pour servir de coffre-fort géant afin d'y abriter les précieuses archives de la province. Cet escalier magistral, il nous mène tout droit à la salle des États, achevée en 1689. C'est sans doute l'un des espaces les plus somptueux du palais. C'est là que le clergé, la noblesse et le tiers-état se réunissaient tous les 3 ans. Le but, voter les impôts et prendre toutes les décisions cruciales pour l'administration de la région, le tout sous le contrôle attentif du roi bien sûr. Et ça illustre brillamment la richesse de la région. En levant les yeux vers le plafond de cette salle, on peut observer des médaillons représentant le cycle de la vigne. C'est une vraie célébration de l'immense puissance économique locale sous l'ère royale. Tout était pensé pour éblouir. Mais on va avancer dans le temps pour aborder une période beaucoup plus sombre, la Seconde Guerre mondiale. C'est fou de voir comment cette place royale a soudainement basculé et est devenue le théâtre d'événements ultra-violents. En pleine occupation, on la rebaptise place du maréchal Pétain en 1941 et il y vient même prononcer un discours en mai 1944. Mais l'histoire s'accélère. Quelques mois plus tard, en octobre, c'est le général de Gaulle qui est là pour fêter la libération. Et ce cycle tumultueux connaît une fin tragique en février 1945 avec le lynchage brutal d'un commissaire de police directement sur les grilles du palais. Le contraste avec l'élégance de l'époque royale est vraiment saisissant. Ce qui nous amène enfin à notre dernière partie, le palais, tel qu'il est aujourd'hui, devenu un véritable espace civique.
Donc, le point crucial à retenir, c'est que ce monument n'appartient plus à des ducs ou à une poignée de monarques, il a été totalement rendu au public. Aujourd'hui, on y trouve l'hôtel de ville et le magnifique musée des Beaux-Arts. Et c'est d'ailleurs dans l'ancienne grande salle d'apparat que reposent de nouveau les tombeaux impressionnants des premiers ducs. La boucle est littéralement bouclée. Alors pour finir sur une petite réflexion, si les murs de ce palais pouvaient vraiment parler, on peut se demander quelle version de l'histoire elles choisiraient de nous raconter. De la vision imposante des ducs fondateurs aux fastes royaux jusqu'aux émeutes du XXe siècle, une chose est absolument certaine, c'est l'un des exemples les plus fascinants de la façon dont l'architecture survit et s'adapte au pouvoir. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette exploration était passionnante, à très bientôt pour une nouvelle découverte.